Le film commence dans un lieu fictif appelé Edge City. C'est une ville tentaculaire dont le ciel est couvert de fumée toxique et où tous les déchets sont jetés directement dans une rivière. Non loin de là, un groupe d'ouvriers municipaux répare une canalisation d'égouts sous-marine. L'un d'eux remarque soudain une boîte étrange enterrée sous un tas de rochers. Au moment où il l'ouvre, la nouvelle canalisation d'égouts, qui est en train d'être descendue dans la rivière, glisse des chaînes. Elle frappe l'ouvrier tandis qu'un masque en bois, qui était à l'intérieur de la boîte, remonte à la surface. Ailleurs dans la même ville, nous faisons la connaissance de Stanley Ipkiss, un caissier à la Edge City Savings Bank. C'est un homme timide et bienveillant qui aide tout le monde avec grand cœur. Il est aussi extrêmement naïf, et les gens autour de lui, en particulier les femmes, exploitent pleinement son innocence à leur avantage. La seule personne qui essaie de l'empêcher de tomber dans le piège des femmes rusées est son collègue, Charlie Schumacher. Un après-midi, Charlie invite Stanley à l'endroit le plus branché de la ville, le Coco Bongo Night Club. Ce dernier n'est pas sûr d'être autorisé à entrer dans un endroit aussi animé. Mais Charlie le rassure en lui disant qu'il connaît des amis qui travaillent dans le club et qui les aideront à entrer. Peu de temps après, une femme extrêmement séduisante, blonde, vêtue d'une robe rouge moulante et portant un sac noir entre dans la banque. Elle s'appelle Tina Carlile et elle est chanteuse au Coco Bongo. Charlie se précipite immédiatement vers elle, lui demandant comment il peut lui être utile. Cependant, elle l'ignore complètement et se dirige vers le bureau de Stanley. Tina pose son sac sur le bureau et lui dit qu'elle souhaite ouvrir un compte. Stanley, qui n'a jamais été aussi proche d'une femme aussi attirante, est complètement stupéfait. Sa nervosité ne fait qu'augmenter lorsqu'elle commence à flirter avec lui. Sans que le naïf caissier ne s'en doute, cette belle femme cache une caméra dans son sac. Elle enregistre chaque détail du coffre-fort de la banque, qui contient des millions de dollars. Elle a été envoyée à la banque par son petit ami, le gangster Dorian Tyrell, pour préparer un braquage. Dorian est le superviseur du Coco Bongo Night Club, qui appartient en réalité au célèbre baron de la drogue Nico. Grâce aux images capturées, Dorian et ses hommes comptent s'emparer de tout l'argent du coffre. Ils utiliseront ensuite cet argent pour renverser le grand patron, Nico, et prendre le contrôle des affaires illégales de Edge City. Après le travail, Stanley va récupérer sa voiture chez un garagiste local. Il l'avait laissée pour une simple vidange d'huile, mais les mécaniciens lui disent qu'elle a besoin d'une révision complète du moteur. Ils lui font même signer des documents afin de lui soutirer encore plus d'argent. Comme la réparation de sa voiture n'est pas encore terminée, il lui prête une épave en attendant. À contre-séure, Stanley se retrouve à conduire cette vieille voiture rouillée jusqu'au Coco Bongo. Sa soirée commence mal, car toutes les femmes sont immédiatement repoussées par cette épave à 4 roues. Stanley garde la tête haute et rejoint son ami Charlie, qui est entouré d'un groupe de femmes. Charlie semble aussi bien connaître le leader du club et entre bientôt dans l'établissement avec ses femmes. Malheureusement, Charlie est tellement absorbé par elle qu'il ne se rend pas compte que Stanley est resté dehors. Ce dernier essaie de suivre son ami, mais le videur le jette dehors sans ménagement. Peu après, alors que Stanley dépoussière ses vêtements, Tina arrive sur place. Il tente de jouer les durs devant la belle femme en faisant semblant que tout va bien. Mais à ce moment-là, le voiturier du club arrive et lui tend les clés de son épave sous les yeux de Tina. Cette humiliation est de trop pour Stanley, qui décide de rentrer chez lui, la tête basse. Malheureusement pour le pauvre homme, cette nuit cauchemardesque ne fait que commencer. Alors qu'il rentre chez lui, l'inévitable se produit, la vieille voiture tombe en panne sur un pont qui surplombe la rivière de la ville. Exaspéré, il s'approche du bord du pont et regarde la rivière avec frustration. Soudain, il aperçoit une personne, apparemment inconsciente, sur le point de se noyer dans l'eau trouble. Stanley descend immédiatement du pont et saute dans la rivière. Il atteint vite la silhouette, mais découvre qu'il ne s'agit que d'un tas d'ordures qui ressemblait à un humain. Cependant, il remarque un étrange masque en bois posé sur le tas de déchets. Stanley décide de le garder et rentre chez lui à pied. Une fois en sécurité dans sa chambre, il sent une étrange attraction vers le masque, comme s'il était tiré par une force magique invisible. Il finit par le mettre et quelque chose de très étrange se produit. Stanley se transforme en une figure de dessin animé à la tête verte, totalement insensible aux lois de la physique. Le masque le métamorphose en une version exagérée de sa personnalité intérieure réprimée. Sous cette forme, il peut librement satisfaire ses désirs et fantasmes sans se soucier des conséquences. Ainsi, Stanley masqué décide de profiter de la nuit en faisant la fête et descend dans le couloir. Il marche sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller sa logeuse, une vieille femme irritable nommée Madame Pamban. Cependant, un réveil tombe de sa poche et commence à rebondir partout dans le couloir. Stanley masqué sort alors un énorme marteau en bois de sa poche et tente de faire taire l'alarme en l'écrasant. Il y parvient, mais pas avant d'avoir percé plusieurs trous dans le sol. Quelques secondes plus tard,
Madame Panman, furieuse, sort de sa chambre et voit cette silhouette au visage vert qui a l'air complètement folle. Elle le prend pour un cambrioleur et tente de lui tirer dessus avec un fusil de chasse. Stanley masqué, cependant, saute par la fenêtre et atterrit en plein milieu de la rue en contrebas. Il se rend ensuite au garage où il s'était fait arnaquer plus tôt dans la journée. Là, il confronte les mécaniciens en les aspergeant de peinture pailletée et en leur enfonçant une énorme tige métallique dans le derrière. La scène change ensuite au lendemain matin, alors que Stanley se réveille paisiblement dans son lit. Il croit d'abord qu'il n'a fait que rêver les événements de la veille. Cependant, peu après, l'officier Kellaway du département de police local frappe à sa porte et l'interroge sur l'incident survenu dans l'immeuble. C'est à ce moment-là que Stanley réalise qu'il s'était réellement transformé en ce personnage fou à la tête verte, mais il prétend ne rien savoir devant la police. Il jette ensuite le masque par la fenêtre, mais celui-ci revient dans son appartement tel un boomerang. Plus tard, les mécaniciens sont retrouvés violemment battus, ce qui attire l'attention de la journaliste Peggy Brandt. Elle veut enquêter davantage sur cette affaire et se rend donc à la Edge City Savings Bank. Là-bas, elle essaie d'interviewer Stanley, sachant qu'il était un client de l'atelier de réparation. Curieusement, Peggy flirte également avec lui pendant l'entretien. Pendant ce temps, le baron de la drogue Nico découvre les plans visant à le renverser et convoque le principal suspect, Dorian. Il le force à s'allonger par terre et place un tee de golf dans sa bouche. Puis, il pose une balle dessus et la frappe violemment avec son club. Le message de Nico est clair, il en a assez des bêtises de Dorian et veut lui rappeler qui est le patron. Il lui donne une semaine pour quitter la ville, menaçant de le tuer s'il n'obéit pas. Cette nuit-là, Stanley dort mal et rêve même d'embrasser Tina. Ce moment de plaisir est brusquement interrompu lorsque son chien, Milo, le réveille. Frustré, Stanley est maintenant plus déterminé que jamais à revoir Tina, coûte que coûte. Il remet donc le masque et se transforme à nouveau en son alter ego ultra confiant, excentrique et doté de super pouvoirs. Sachant qu'il a besoin d'argent pour entrer au Coco Bongo, Stanley masqué décide de cambrioler la Edge City Savings Bank. Pendant ce temps, les complices de Dorian sont également postés devant la banque pour le même objectif. Mais ils ne sont pas de taille face à Stanley masqué, qui pénètre dans la banque et la pille en quelques secondes. La situation empire pour les hommes de Dorian lorsque la police arrive, les obligeant à s'enfuir les mains vides. De son côté, Stanley masqué obtient son entrée au Coco Bongo en inondant le videur de billets volés. Une fois à l'intérieur, il assiste à la performance de Tina et ne peut cacher son excitation. Il finit par danser magistralement avec elle, et Tina tombe sous le charme de cet homme masqué à la confiance inébranlable. Dans le bureau du club, Dorian apprend qu'un mystérieux individu a cambriolé la banque avant ses hommes. Pire encore, il voit cet étrange personnage embrasser Tina devant tout le monde, ce qui l'humilie encore plus. Furieux, Dorian et ses hommes confrontent le masqué en plein milieu de la piste de danse. Ils tentent de lui tirer dessus, mais les balles n'ont aucun effet sur lui. C'est à ce moment-là que l'officier Kellaway fait irruption dans le club, donnant ainsi à Stanley masqué l'occasion de s'échapper. Dorian, en revanche, devient le principal suspect du braquage de la banque. L'affaire semble être classée jusqu'à ce que Kellaway trouve un morceau de pyjama déchiré. Il reconnaît immédiatement le motif excentrique du tissu, ayant vu Stanley porter ce même pyjama la nuit précédente. Le lendemain matin, Stanley se réveille dans sa chambre et découvre une énorme pile de billets éparpillés autour de lui. C'est l'argent qu'il a volé à la banque la veille. Soudain, il entend l'officier Kellaway frapper agressivement à sa porte. Paniqué, Stanley cache rapidement tout l'argent dans un placard avant d'ouvrir la porte. Kellaway lui montre alors le morceau de pyjama et lui demande ce qu'il sait à propos de l'homme masqué. Stanley ment en prétendant que son pyjama a été volé, mais Kellaway ne croit pas un mot de son histoire et décide de le surveiller en secret. Pendant ce temps, Dorian réunit ses hommes et promet une récompense de 50 000 $ à quiconque retrouvera l'homme masqué. De son côté, Stanley rend visite à l'historien Dr. Newman, qu'il avait vu à la télévision 2 jours plus tôt. Newman suppose que le masque a été fabriqué en l'honneur du dieu nordique de la malice, Loki. Toutefois, il pense aussi que ce n'est qu'un simple objet symbolique sans véritable pouvoir magique. Stanley lui raconte alors son expérience en portant le masque, mais Newman le prend pour un fou et éclate de rire. Le pauvre caissier essaie de prouver ses dires en mettant le masque devant Newman, mais rien ne se passe. Il devient alors évident que le masque ne manifeste ses pouvoirs que la nuit. À la Edge City Police Station, Kellaway fait une percée dans l'enquête sur le braquage. Les empreintes digitales retrouvées sur l'argent laissé sur place correspondent à celles de Stanley. Kellaway et son adjoint commencent donc à suivre de près les mouvements du suspect. Ailleurs, Tina se rend à la banque pour clôturer définitivement son compte. Elle y croise Stanley, et les deux échangent une conversation brève mais intime. Il est évident qu'elle est fascinée par l'homme masqué et espère le revoir.
Alors, Stanley invente encore un autre mensonge et prétend qu'il est ami avec ce mystérieux personnage. Il va même jusqu'à organiser une rencontre entre l'homme masqué et Tina. Cette nuit-là, Stanley masqué se rend au parc local pour retrouver Tina. Mais le rendez-vous tourne mal lorsque l'officier Kellaway tend une embuscade à l'homme masqué. Ce dernier s'enfuit rapidement et enlève son masque pour reprendre sa forme humaine. Mais alors que tout semble terminé, Peggy Brandt apparaît sur place. Elle parvient à emmener Stanley avec elle tandis que la police tente en vain de leur tirer dessus. Dans un retournement de situation choquant, Peggy le livre ensuite à Dorian et encaisse la prime de $50 000. Suite à cela, Dorian attache Stanley et lui arrache le masque. Le criminel enfile alors l'objet magique et se transforme en une créature monstrueuse, hideuse mais incroyablement puissante. Peu après, les hommes de main de Dorian s'introduisent dans l'appartement de Stanley et s'emparent de l'argent du braquage. Ils glissent ensuite un masque en caoutchouc vert dans la poche de Stanley avant de le jeter devant le commissariat. Le pauvre caissier est immédiatement arrêté, suspecté d'être l'homme masqué qui a cambriolé la banque. Sans que personne ne s'en doute, le chien de Stanley, Milo, l'a suivi jusqu'au poste de police. Tôt le lendemain matin, Stanley reçoit la visite de Tina. Elle lui révèle que Dorian prépare une attaque lors du gala de charité qui se tiendra au Coco Bongo plus tard dans la soirée. Elle lui avoue également qu'elle sait qu'il était l'homme masqué et lui confesse ses sentiments. En réponse, Stanley lui conseille de fuir la ville. Cependant, Dorian apprend que Tina est allée voir Stanley en prison et ordonne immédiatement son enlèvement. Elle tente de s'échapper, mais en vain. Elle est alors contrainte de les accompagner lors de l'attaque prévue. Quelques heures plus tard, le rusé Milo parvient à récupérer les clés de la cellule auprès d'un gardien endormi et libère son maître. Stanley prend alors l'arme du gardien et tente de fuir, mais il tombe nez à nez avec Kellaway à la sortie du poste. N'ayant plus d'autre choix, il prend l'officier en otage, accompagné de Milo, se dirige vers le Coco Bongo. Malheureusement, Dorian, qui a déjà enfilé le masque, est arrivé au club en premier. Il fait exploser les portes et défie Nico dans une fusillade. Ce dernier n'est pas de taille face au pouvoir magique du masque, et Dorian l'exécute brutalement. Ensuite, Dorian masqué attache Tina, lui fixe un dispositif explosif et règle le minuteur sur 10 minutes. Stanley, qui a courageusement réussi à se faufiler dans le club avec une arme, est vite repéré par les hommes de Dorian. Tout semble perdu pour les héros jusqu'à ce que Tina ait une idée brillante. Elle supplie le véritable Dorian, sans le masque, de l'embrasser une dernière fois avant l'explosion. Celui-ci accepte et enlève son masque pour embrasser son ex-petite amie une dernière fois. Soudain, Tina libère sa jambe et envoie le masque dans les airs d'un coup de pied. Milo, qui avait discrètement suivi son maître dans le club, attrape le masque. L'objet magique atterrit sur la tête du chien, qui se transforme en une créature aussi excentrique qu'effrayante. Pendant ce temps, Dorian et Stanley s'affrontent dans un combat à main nue, tandis que le compte à rebours de la bombe continue. Grâce à une série de coups de poing furieux, Stanley parvient temporairement à assommer Dorian. Peu après, Stanley récupère le masque de Milo et l'enfile une dernière fois. Il utilise alors ses pouvoirs pour avaler la bombe juste à temps. Ensuite, il transforme la piscine intérieure du club en un énorme siphon et aspire Dorian dans un tourbillon, mettant ainsi fin à la menace. Après cette ultime bataille, l'officier Kellaway tente d'arrêter Stanley, mais il est interrompu par le maire de Edge City, qui avait assisté aux événements depuis le club. Le maire explique aux policiers qu'il a vu Dorian porter le masque et que Stanley leur a sauvé la vie. Dans la scène finale, Stanley, Tina, Charlie et Milo se tiennent sur un pont surplombant la rivière. Stanley hésite à jeter le masque à l'eau, mais Tina le prend de ses mains et le jette par-dessus son épaule. Elle lui fait remarquer qu'il n'a plus besoin du masque, car elle l'aime pour ce qu'il est en tant qu'être humain. Alors que la caméra s'éloigne, on aperçoit Milo nager dans la rivière, le masque serré entre ses dents.